Verdun qui rayonne dans le monde entier, qui évoque quelque chose, qui est à la fois de l'histoire du pays, de l'histoire qu'ils ont appris à l'école, mais aussi, bien souvent, d'une histoire familiale. À mon sens, les touristes ou les visiteurs n'ont plus les mêmes envies. Ils ont envie de voir plus et au-delà de ce qu'on pouvait montrer avant et du côté mémoire. C'est à nous que revient la responsabilité de moderniser cette image et de travailler aussi sur l'offre, qu'elle s'aligne mieux avec les attentes des cibles et des consommateurs qu'on cherche à faire venir en Meuse. Nous, on se rend compte, on a souvent des visiteurs qui nous disent oh mais on pensait que Verdun était en ruine, que c'était gris, que c'était moche. En fait, c'est super beau. Le bon combat, c'est des gens qui viennent avant tout pour l'histoire, de leur dire regardez, c'est pas loin, vous pouvez revenir, et on peut faire du canoë, on peut faire du VTT, il y a de la nature, il y a d'autres choses en Meuse que le champ de bataille, etc. C'est à cette occasion-là qu'il faut leur donner envie de revenir. Verdun, un nom qui résonne bien au-delà de la Meuse. Mais 10 ans après le centenaire, une question se pose. Le tourisme en Meuse peut-il se réinventer sans tourner le dos à son histoire ? Aujourd'hui, le département ne se résume plus seulement à la mémoire. Nature, vélo, tourisme vert, déconnecté, une autre image émerge, plus large et plus vivante. Alors, comment attirer autrement ? Comment donner envie de rester et non plus de passer ? Pour en discuter aujourd'hui, je reçois 3 invités. Cécile Touvenin, directrice adjointe de l'Office de tourisme du Grand Verdun, Carole Knutti, directrice du développement touristique de Meuse Attractivité, et Nicolas Barré, directeur de l'EPCC Mémorial, champ de bataille de Verdun. Alors, petite question à vous 3 pour débuter. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement ? Donc, Carole Knutti, effectivement, j'ai rejoint l'agence d'attractivité de la Meuse il y a un tout petit peu plus d'1 an. Précédemment, j'ai travaillé 20 ans au Luxembourg et j'habite depuis ces 20 ans sous les côtes de Meuse. Et j'ai toujours été relativement étonnée du développement assez long et lent de la Meuse en termes de tourisme de pleine nature. Donc, et la prise en compte de cette singularité du tourisme de mémoire. Donc j'ai rejoint l'agence pour y travailler. Cécile Touvenin, donc directrice adjointe des services de la SEML touristique du Grand Verdun, qui regroupe l'Office du tourisme, la Citadelle souterraine et une agence réceptive pour les groupes. Moi, ça fait 10 ans que je suis à l'Office du tourisme. Avant, j'étais webmaster et community manager. Et aujourd'hui, donc, je coordonne les services de l'Office du tourisme. Nicolas Barré, je suis donc directeur de l'EPCC Mémorial de Verdun champ de bataille. EPCC, ça veut dire Établissement public de coopération culturelle. Notre établissement gère le Mémorial de Verdun, mais aussi le fort de Daumont et le fort de Vaux. Et je suis directeur du Mémorial de Verdun depuis septembre 2021. Merci à tous. Première question que je souhaiterais vous poser. 10 ans après le centenaire de la bataille de Verdun, donc 2016-2026, quel regard vous portez sur l'évolution du tourisme en Meuse ? Alors moi, je suis arrivée il y a 10 ans, donc je suis arrivée en plein centenaire. Effectivement, la portée a été énorme, mais depuis, on a quand même connu la fin du centenaire, le Covid, l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat, la météo aussi qui n'aide pas forcément, et effectivement on sent qu'il y a une grosse baisse de fréquentation à un moment, notamment par rapport au Covid qui a mis quelques années quand même à revenir, et ça a aussi Changé à mon sens, alors après vous me direz si vous êtes d'accord, mais à mon sens, les touristes ou les visiteurs n'ont plus les mêmes envies. Ils ont envie de voir plus et au-delà de ce qu'on pouvait montrer avant et du côté mémoire.
Moi, j'ai l'impression, en complément de ce que tu dis, que quand on regarde les chiffres depuis le centenaire, ou même un peu antérieur au centenaire, on se rend compte quand même qu'il y a eu un coup de projecteur important à cette occasion. La Meuse était dans une actualité qui était internationale, enfin européenne, avec la visite d'Angela Merkel aux côtés de François Hollande. Ça a créé effectivement un pic quand même de fréquentation, et puis ça a permis aussi de mettre la lumière sur un équipement, notre locomotive qui est le mémorial de Verdun. Ça a permis de mettre la lumière sur ce potentiel touristique qui est le tourisme de mémoire. Donc je crois que ça a aussi contribué en fait à faire prendre conscience à la fois aux touristes et à la fois aux parties prenantes du tourisme qu'il y avait réellement quelque chose à faire de cette singularité. Il y a beaucoup d'évolutions. Est-ce qu'elles sont sur les 10 dernières années? Il y a vraiment des évolutions de fond qui sont pas propres à Verdun, qui sont des évolutions de la façon dont on visite et dans la façon dont on prend ses vacances. Pour certaines, elles sont assez favorables à notre destination. Je pense par exemple au fait que les Français, mais c'est pareil pour les Européens, partent beaucoup plus en vacances, mais moins souvent, mais moins longtemps. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle le raccourcissement de la durée de séjour, et ça on le voit, on le constate. Les gens partent plus souvent, mais moins longtemps, et assez souvent moins loin. Forcément, comme c'est moins longtemps, mais aussi c'est lié au pouvoir d'achat qui est Cécile. Donc ça, je pense que c'est plutôt un atout pour notre destination. On est une destination qui est, à mon sens, marquée par deux choses fondamentales. La première, c'est le nom de Verdun. Le nom de Verdun qui rayonne dans le monde entier, qui évoque quelque chose dans le monde entier, et particulièrement pour les Français et les Européens, mais plus encore pour les Français, évoque quelque chose de très fort, qui est à la fois de l'histoire du pays, de l'histoire qu'ils ont appris à l'école, mais aussi, bien souvent, d'une histoire familiale. Et tout ça est d'une histoire familiale liée à la guerre, parce qu'il y a un grand-père, un arrière-grand-père, un arrière-arrière-grand-père qui a fait Verdun, et c'est passé de génération en génération, mais aussi une histoire et un souvenir du tourisme. C'est-à-dire que le tourisme crée du tourisme. Je m'explique, nombreux sont nos visiteurs qui nous disent « mais je suis venu, j'avais 10 ans avec mes parents ». Et eux-mêmes, les parents, sont venus dans les années 60 avec leurs parents, etc. C'est-à-dire qu'il y a cette habitude-là. Donc ça, c'est un atout très fort, hein. C'est la force de l'attractivité de Verdun, évidemment liée à la bataille et à la mémoire. Et l'autre atout extrêmement fort de cette destination, c'est cette situation géographique. Au cœur de l'Europe, et avec des bassins urbains à moins de 3 heures, il y a un potentiel de visiteurs justement sur ces courts séjours qui est énorme. Et est-ce qu'il y a toujours autant de visiteurs qui viennent pour la bataille de Verdun, ou est-ce qu'on a vu une diminution depuis la fin du centenaire ? Cécile le disait, c'est très compliqué de situer la référence à la fin du centenaire, puisqu'il y a eu les 2 années de Covid après. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 ans d'écroulement quasiment. Ça renvoie au premier point que je soulignais. Malgré les difficultés,
il y a eu le Covid, le pouvoir d'achat, etc. On voit que la fréquentation, en tout cas, nous, ce qu'on voit sur nos sites, c'est que la fréquentation, elle tient. On a même retrouvé le niveau de 2019, qui était l'année de référence. D'accord. Puisque c'était... voilà, le centenaire, ça a été énorme pour tous les sites de la Grande Guerre partout en France. C'était un énorme projet partout, dans les écoles, de production historique, de communication médiatique. Donc tous les sites liés à la Grande Guerre ont connu des très fortes fréquentations. Et Verdun, particulièrement à partir de 2016, notamment avec la rénovation du mémorial. Donc nous, le chiffre de référence qu'on prend, c'est 2019. Parce qu'avant, c'est un effet waouh du centenaire, on va dire. Et on a retrouvé en 2023 les niveaux de 2019. La différence, alors j'étais pas là avant, mais je vois bien. La grande différence, c'est que les gens viennent moins spontanément. C'est-à-dire que si on prend un peu de recul historique et compare aux années 60, 70, 80, etc., venir à Verdun, c'était presque automatique. Aujourd'hui, la concurrence est rude, la Grande Guerre s'éloigne. On doit faire du marketing. On doit donner envie de venir à Verdun. Il faut faire de la com, il faut faire des choses comme ça pour atteindre ce même niveau de fréquentation. C'est peut-être ça qui a le plus changé. Il faut susciter le séjour. Alors justement, à votre avis, est-ce qu'il faut tourner la page de ce tourisme de mémoire ou plutôt élargir le récit touristique du département pour faire venir les gens ? Moi, je dirais que la mémoire reste la porte d'entrée. Verdun, comme le disait Nicolas, est connu mondialement. Mais aujourd'hui, il faut aussi apporter d'autres... notre territoire a énormément d'atouts à plein de niveaux et il faut aussi élargir les offres qu'on propose à nos visiteurs, que ce soit la nature, la gastronomie, le patrimoine. Et je pense tout peut se goupiller et s'allier pour faire venir encore plus de monde, notamment le tourisme. On a une forêt d'exception avec des sentiers de randonnée, on a une voie verte, on a plein de richesses qu'on doit exploiter pour compléter à la mémoire. Après, c'est mon avis. Non, je te rejoins parfaitement. C'est vrai que il faut faire jouer des effets de réciprocité et de complémentarité qui permettront justement d'alimenter ces deux axes touristiques. Et l'intérêt d'ailleurs du tourisme de pleine nature pour nos voisins immédiats en particulier, c'est que il s'adresse déjà à un grand nombre et qu'il permet aussi de la revisite. En fait, il y a un taux de fréquentation qui est peut-être plus important, et quelqu'un qui va venir faire du VTT ou faire la route des vins, même si c'est encore un produit un peu émergent, va à un moment donné peut-être se dire tiens, je vais repasser par le mémorial, par la citadelle, ou quelqu'un qui vient à Madine pourrait être redirigé aussi par un travail de signalétique, de marketing, comme disait Nicolas, de notre part. Donc il y a évidemment des effets de complémentarité à jouer. Aujourd'hui, quand on parle de la Meuse, quelle est l'image qui domine à l'extérieur ? Est-ce que c'est toujours une image liée au centenaire ou pas uniquement ? Moi, je pense que c'est une image qui est encore liée, qui est liée en fait à la mémoire. C'est aussi une image qui est rudoyée, je crois. On est un peu victime d'une ruralité, parfois dans des conditions un peu dégradées, et parfois c'est justifié. Donc il faut avoir un regard assez lucide par rapport à ça. C'est à nous que revient la responsabilité de moderniser cette image et de travailler aussi sur l'offre, et qu'elle s'aligne mieux avec les attentes des cibles et des consommateurs qu'on cherche à faire venir en Meuse. Nous, on se rend compte, on a souvent des visiteurs qui nous disent mais on pensait que Verdun était en ruine, que c'était gris, que c'était moche. En fait, c'est super beau. Et c'est cette image-là aussi qu'il faut qu'on arrive à
à montrer et à ancrer dans la vision des personnes, des visiteurs, que Verdun, oui, il y a ce côté mémoriel, oui, il y a eu la guerre, oui, il y a encore des traces de cette guerre, mais on a aussi plein de belles choses à montrer qui sont en lien ou pas avec la Grande Guerre. C'est-à-dire qu'il y a un travail de révélateur en fait à faire. L'inconvénient et l'avantage à la fois d'un département dont le tourisme est plutôt et en émergence, c'est qu'il a un rôle un peu d'outsider. Donc en fait, les gens qui associent ce tourisme qui ont une image un peu dégradée de la Meuse, vont être agréablement surpris aussi par un discours qu'on doit renouveler et par une visite dont on doit rendre l'expérience mémorable. Vous avez à peu près le même ressenti? Je ne sais pas. Non, évidemment, je suis d'accord avec cette notion de complémentarité. Moi, je ne pense pas que la Meuse ait une image dégradée. Mais c'est peut-être pire. Je pense qu'elle n'a pas d'image. C'est-à-dire que les gens connaissent Verdun pour la bataille, le nom, même s'ils ne sont pas venus. Longtemps, ça a été la marque Lorraine qui existait réellement. Voilà, la Lorraine. On savait quand on était Parisien, on savait le placer sur une carte et on savait associer l'histoire, la Mirabelle, etc. Moi, je suis parisien, donc je rentre régulièrement à Paris et je croise mes amis de ma vie d'avant. Creuse et Meuse, déjà, ils confondent. Mais c'est vrai, il faut dire les choses. Donc, je rejoins Carole, hein, il y a un vrai travail de révélation à faire. Et je crois là que moi, ma conviction profonde, elle est qu'il ne faut pas opposer. Il n'y a pas de type... Moi, je crois, hein, mais peut-être que... chacun peut avoir une idée différente, une position différente, mais quand on analyse nos propres pratiques touristiques ou celles des gens qu'on connaît ou qu'on voit ou qu'on regarde les études, c'est assez faible la mono-activité en tourisme. On fait toujours plusieurs choses. On est des êtres humains, on n'est pas mémoire, sport, nature, gastronomie, etc. Et je crois que ce qui est très unificateur, c'est qui vient visiter. Alors, effectivement, il y a un rôle de locomotive, de porte d'entrée, on l'appelle comme on veut. La plupart des primo-visiteurs, de ceux qui viennent pour la première fois, ils viennent pour la mémoire, les traces de la guerre, le champ de bataille, ses monuments, son histoire. Mais comment ils viennent ? Ils viennent en famille. C'est ça le point, pour moi, qui est fondamental. Très souvent, ils viennent en famille parce que ce qui les motive, ce qui importe pour eux, c'est la transmission à leurs enfants. L'idéal type du visiteur qu'on a au mémorial, c'est une famille avec l'aîné qui est en 3e, avec la Grande Guerre qui est au programme. Et tiens, on se rappelle qu'on est allé à Verdun quand on était jeune, on se rappelle qu'il y a un grand-père, un arrière-grand-père qui a fait Verdun, et on a envie de montrer ça aux enfants. Et on y va. C'est pas très loin, voilà, on est en région parisienne, on est à Lyon, on est dans le Nord, c'est pas très loin. Donc c'est là-dessus qu'il faut jouer. C'est quoi des vacances en famille ? Des vacances en famille, c'est des retrouvailles. C'est une forte pression. Faut pas rater parce que ces gens-là ont des vies urbaines, stressées, etc. Donc faut pas rater le moment de partage. Donc il y a une forte pression. Et c'est de la transaction. On va pas faire que des musées ou que des cimetières. Les gosses ils vont râler. Donc ils vont demander d'autres choses. Et c'est là qu'il faut avancer nos billes. Et faut se le dire, les durées de séjour elles sont très courtes et ça changera pas. C'est à mon avis pas le bon combat. Le bon combat,
c'est des gens qui viennent avant tout pour l'histoire, de leur dire, regardez, c'est pas loin, vous pouvez revenir, et on peut faire du canoë, on peut faire du VTT, il y a de la nature, il y a d'autres choses en Meuse que le champ de bataille, etc. C'est à cette occasion-là qu'il faut leur donner envie de revenir. Moi, voilà, c'est mon point de vue. On arrive aussi à faire rester les visiteurs. Il y en a des fois qui viennent pour une journée ou deux, donc qui viennent pour visiter les sites historiques. Et quand ils découvrent les autres offres qu'on a, nature, balade dans la forêt ou autre, ou patrimonial, ils restent parfois. D'accord, donc là, ils prolongent leur séjour. Leur séjour, oui. Donc, alors, comme dit Nicolas, ils vont pas rester 15 jours à Verdun, ça c'est sûr. Quand on bosse le lundi, on bosse le lundi. Hein. Voilà. Mais effectivement, où ils reviennent, il y en a aussi qui nous disent, effectivement, il y a plein de choses à voir et à faire. On reviendra en été, ou on reviendra aux salles de saison, ou un week-end. Donc, c'est possible. Je vous remercie. Maintenant qu'on a parlé de Verdun et de l'image du centenaire, j'aimerais qu'on parle un peu plus précisément de vos activités respectives. Je vais commencer par vous. Meuse Attractivité, concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer les objectifs, ce que c'est et quel est votre rôle dans l'écosystème touristique meusien ? L'agence d'attractivité de la Meuse a pour but de valoriser, en tout cas sur le volet touristique, développement touristique, a pour but de valoriser l'existant, faire émerger des offres touristiques complémentaires et de faire la promotion de toutes ces offres. Et puis en parallèle de ça, elle a la mission d'orchestrer, de donner de la cohérence en fait entre tous les acteurs, de faire en sorte que on soit une équipe qui aille dans la même direction et qui porte une même vision. Donc voilà. Et quelle est la différence entre promouvoir la Meuse et structurer une offre touristique ? Promouvoir, c'est faire la communication et le marketing d'une offre qui existe. Structurer, c'est faire émerger cette offre ou compléter une offre qui est existante, ou en tout cas lui faire prendre de la maturité. Donc, on peut pas communiquer sur une offre qui n'existe pas ou qui n'est pas assez mature. D'où l'intérêt effectivement de donner plus d'amplitude et de profondeur peut-être à l'offre existante pour qu'elle s'aligne avec les standards dont on parlait des cibles qu'on souhaite venir faire venir en Meuse ou faire revenir. Et quels sont actuellement vos grands projets ou vos grands chantiers peut-être actuellement et puis futurs ? Le chantier sur lequel on travaille, c'est celui du slow tourisme. Donc, le slow tourisme, c'est un tourisme de transmission de valeurs, un tourisme en conscience. Donc, c'est à la fois un tourisme qui s'appuie sur ce socle historique, culturel, qu'est le tourisme de mémoire. Mais c'est aussi un tourisme qui s'appuie sur toutes les qualités que le département peut avoir et les atouts, à commencer par son paysage qui est préservé, le fait qu'il soit traversé par la Meuse, donc le fait que ce département soit couvert à presque 40% par la forêt, qui lui permet de proposer en fait un tourisme de fraîcheur. Donc le grand chantier, c'est de pouvoir orchestrer cette offre de slow tourisme, qu'elle soit cohérente, qu'elle gagne en maturité, et pour être plus concret, l'un des grands chantiers du schéma départemental de développement touristique, c'est celui du maillage cyclotouristique, avec le travail sur le développement de 3 véloroutes, donc l'Eurovélo 19, qui est transfrontalière, comme son nom l'indique,
qui passe par la Belgique et qui va jusqu'aux Pays-Bas, qui dessert la Meuse du sud au nord, donc c'est un vrai intérêt d'irrigation du territoire. La deuxième véloroute, c'est la V52, la Paris-Strasbourg, et qui va même jusqu'à Prague. Donc pour le coup, celle-ci, elle traverse le département d'ouest en est. Donc là, le hasard fait bien les choses puisque ça nous fait une architecture intéressante au niveau du maillage. Et puis la troisième qui viendra dans quelques temps, c'est la véloroute 56 qui elle passe par Metz, arrive à Madine et redescend sur les lacs de la forêt d'Orient. Donc voilà. En termes de grands chantiers, en particulier, c'est celui du cyclotourisme qui permet de désenclaver des sites et de mailler le territoire. Et les 2 premières, elles sont terminées ou elles sont encore en phase de... L'Eurovélo 19, elle est en cours. D'accord. Voilà. Il y a déjà pas mal d'infrastructures qui sont en place. Il y a un comité d'itinéraire qui est en place depuis 2 ans, dont l'agence est copilote. Et pour la véloroute 52, donc c'est un projet qui est en phase de préfiguration, et pour lequel l'agence d'attractivité sera chef de file également pour le comité d'itinéraire. Est-ce qu'il y a déjà des plans qui existent pour celle qui est quasiment terminée? Il y a tout un marketing qui existe. D'accord. Effectivement. On a une carte, un roadbook, on a un écosystème digital. Effectivement, elle est déjà même empruntée par des itinérants de plusieurs nationalités. Voilà. Elle rencontre déjà son petit succès. Côté office de tourisme, maintenant, quelles sont vos missions actuellement ? Alors, on a un office du tourisme un petit peu spécial. C'est une SEML, donc touristique du Grand Verdun, dans laquelle on a une agence réceptive pour les groupes. Donc, on crée des séjours pour les groupes et on les organise avec les partenaires, les autres sites. On fait des visites guidées, voilà. On est aussi exploitant de la citadelle souterraine. Mmh. Et enfin, on a nos missions d'office de tourisme qui sont des missions de service public qui consistent à accueillir, informer les visiteurs, promouvoir notre territoire, sites, événements, communiquer aussi, faire la promotion des animations, de tout ce qui se passe sur le territoire. Mais aussi, on loue des vélos à assistance électrique qui permettent d'utiliser la véloroute voie verte ou l'Eurovélo. Et on crée aussi des visites guidées à destination des individuels, en partenariat aussi avec l'ONF, avec on a un safari orchidée, enfin voilà. Est-ce que vous avez des futurs projets ? Alors je doute que vous ne pouvez pas parler de tout, mais des projets en cours, des chantiers comme Adapnuti ? Eh ben, on essaye de se renouveler au niveau de nos visites guidées et justement d'étendre un peu, d'aller au-delà de la Grande Guerre. Donc là, on va créer une nouvelle visite guidée gastronomique. Voilà, en partenariat avec nos partenaires de l'Auvergne Vitrine. L'année dernière, on a créé une visite guidée à Noël sur les contes et les traditions de Noël en Meuse et en Lorraine. Parce que, voilà, Lorraine Saint-Nicolas, qu'on va relancer cette année parce qu'on l'a faite un petit peu en dernière minute. Voilà, on a chaque guide a créé sa visite guidée un peu coup de cœur, inédite. On a Clara qui est en infirmière et qui parle des infirmières dans la Grande Guerre. Bon là, ça reste côté mémoire, mais voilà, on essaye d'allier, de varier et qu'il y en ait pour tout le monde. Et donc on peut avoir toutes les infos sur le site de l'Office Sur le Tourisme. site internet, sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram.
Vous pouvez nous rappeler peut-être les horaires d'ouverture? Alors, ça dépend des périodes. C'est pour ça que... Ouais. En ce moment, donc pour le mois d'avril, c'est 9h, 12h30, 13h30, 18h. Et en été, c'est 9h, c'est pareil. Non, c'est jusqu'à 18h30. Donc c'est 9h, 12h30, 13h30, 18h30. Monsieur Barré, au niveau de l'EPC, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi il a été créé? Vous en avez parlé un petit peu au début. Quelles sont ses missions actuellement, et puis peut-être son actualité, ses projets en cours et ses projets futurs? Alors, le PCC, il a été créé en 2016, au moment où, à l'occasion du centenaire, au moment où le mémorial est entièrement rénové. C'est-à-dire que la rénovation du mémorial, qui était un mémorial, comme beaucoup, qui était un musée associatif, puisqu'il avait été créé par les anciens combattants en 1967. Et donc, de 1967 à 2014, il a vécu sa vie de musée associatif. Il était devenu vieillot, poussiéreux. Et donc, pour le centenaire, il a été décidé de le rénover. Et là, les collectivités et l'État, donc le département de la Meuse, la région Grand Est et l'État, ont financé la rénovation. Cette rénovation, elle n'a pas été que bâtimentaire, elle est vraiment totale, c'est-à-dire que c'est une rénovation du bâtiment, de la muséographie, tout le parcours de visite des visiteurs, mais c'est aussi une rénovation statutaire, c'est-à-dire que de musée associatif, on est devenu à ce qu'on appelle un EPCC, un établissement public de coopération culturelle. Dont les missions sont de transmettre l'histoire de la bataille de Verdun et tel que c'est écrit dans nos statuts, l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique mémorielle, historique, culturelle et touristique à l'échelle du champ de bataille. Donc le mémorial, il est entièrement rénové en 2016, et il y a une autre date importante, c'est 1er janvier 2022, où le fort de Vaux et le fort de Daumont sont rentrés dans l'établissement. Ce qui nous permet justement de déployer une activité à l'échelle du champ de bataille. En grand projet, que vous dire, on en a beaucoup tout le temps. Le grand projet en ce moment, c'est la rénovation des parcours de visite du fort de Vaux. Donc le fort de Vaux est fermé depuis juillet 2025. Il va réouvrir les 4 et 5 juillet 2026, donc après un an de travaux. Alors on ne rénove pas le fort, hein, c'est strictement impossible, mais on rénove entièrement le parcours de visite, D'accord. La scénographie, qui était quasiment inexistante, donc on ne peut pas dire qu'on rénove, on invente. Pour le dire de façon assez résumée, on met en récit le site de Vaux. C'est quand même des travaux importants, parce que les visiteurs vont rentrer par ce qui était l'entrée des soldats et pas l'entrée sur laquelle ils rentraient jusqu'à présent, qui sera maintenant la sortie. On va créer un vrai parcours, et il va y avoir des salles de mise en contexte, des projections, du son, de l'éclairage, tout en maintenant l'authenticité du lieu. Du site. Et du site. Voilà. On continuera d'avoir froid et d'avoir une humidité dans le fort de Vaux, ce qui est très apprécié des visiteurs, hein, d'être dans quelque chose d'authentique, mais en apportant beaucoup plus d'explications sur ce qui s'y est passé pendant la bataille. Ça va ressembler à ce qui a été fait au fort de Douaumont ou pas forcément? Alors, fort de Daumont, il n'y a rien qui a été fait pour l'instant. Donc ça va ressembler à rien rien qui existe aujourd'hui. Ça va être une. Oui, je pensais au parking devant, et puis. Non, mais là c'est vraiment à l'intérieur. C'est vraiment à l'intérieur, d'accord. Okay. C'est vraiment à l'intérieur. Je sais pas comment. Faudrait venir découvrir, mais il y a des salles avec de mise. Plaisir. Enfin, ce à quoi ça va ressembler le plus, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du mémorial. D'accord. Il y a des salles de contextualisation. Donc il y a 2 salles de contextualisation qui vont être créées, où là il y aura des projections, des films animés qui montrent d'une part l'histoire du fort, mais c'est pas le centre du propos. Le centre du propos, ça va être de raconter le siège du fort du point de vue français. On va être dans quelque chose qui
Notre projet, il est de viser à la complémentarité des sites. C'est-à-dire que le mémorial, on le conçoit comme la porte d'entrée sur le champ de bataille et vraiment un centre d'interprétation de la bataille, qui vous raconte toute la bataille. Après cette rénovation des parcours de visite, le fort de Vaux présentera un point de vue français pendant le siège, la semaine du siège, début juin 1916. Et après, quand on fera le même travail de rénovation au fort de Daumont, là, on sera du point de vue allemand. D'accord. Ce qui veut dire que le visiteur pourra avoir point de vue, à la citadelle le point de vue de la ville, de ce qui se passe en ville, à l'arrière-front, si je puis dire. Au mémorial, l'entrée sur le champ de bataille, toute l'explication de la visite. À l'ossuaire, bien sûr, le recueillement, l'hommage aux soldats morts ici. Et voilà, au fort de Daumont, le point de vue allemand sur la bataille, puisque les Allemands occupent le fort de Daumont pendant la bataille de Verdun, et au fort de Vaux, le point de vue français. Et le fort de Vaux était nettement moins fréquenté que les autres sites, parce qu'il est un peu en dehors des circuits. Tout à fait. Il est devenu un peu oublié. Et donc l'idée, là, c'est de le remettre dans le jeu, comme on dit. Et au niveau de notre actualité, au niveau des expositions, est-ce que vous avez des expositions actuellement présentées ? Alors nous, on a une programmation annuelle toujours importante, qui c'est quelque chose d'essentiel pour deux choses. On en parlait tout à l'heure, renouveler l'intérêt pour venir, susciter l'envie de venir à Verdun, et donc rien de tel qu'une communication par le sens et par les événements. Donc c'est pour ça qu'on organise des événements à la fois qui sont destinés à un public très pointu, très amateur, des conférences. Là, on a un colloque demain après-demain d'historiens. Là, c'est pas le grand public, c'est vraiment des fans, si on peut dire. Et en même temps, des événements extrêmement grand public, le week-end aérien. Là, le week-end qu'on va organiser autour de la réouverture du Fort de Vaux, on le veut comme un événement hyper familial et grand public. Voilà, donc on a toute une programmation tout au long de l'année, une trentaine d'événements sur l'année. Et évidemment, l'exposition, puisqu'on fait une exposition par an, est toujours un moment particulièrement important dans la vie d'un musée. Et cette année, l'exposition que nous allons inaugurer ce soir s'appelle Des mondes dans la bataille, Verdun 1916, et elle va décaler un peu le regard, puisque Verdun est connu pour être, et c'est vrai et bien normal, l'incarnation de l'affrontement franco-allemand, mais pendant 110 ans, avec cette puissance du souvenir et du mythe de Verdun, on a pu oublier que des hommes du monde entier, de tous les continents, sont venus à Verdun se battre dans le froid et dans la boue. Et donc ce sont sur ces hommes et quelques femmes aussi qu'on va zoomer avec cette très très belle exposition. Je vous remercie. Cécile, question que je souhaitais vous poser. Il y a eu par le passé 2 offices de tourisme à Verdun. 3. Oui. Ils ont fusionné, c'est bien ça ? Oui, il y a 10 ans. Est-ce que cette fusion a permis une meilleure visibilité ou lisibilité plutôt pour les visiteurs ? Quel a été l'impact ? Déjà, elle a permis de mutualiser les forces et les compétences, et aussi effectivement de donner une meilleure lisibilité aux visiteurs, parce qu'il y avait un office de tourisme à Bras-sur-Meuse et 2 offices de tourisme qui se faisaient face place de la Nation. Donc voilà, alors il y avait beaucoup d'offres et chacun avait un peu ses spécificités, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a pu vraiment mutualiser et on est un gros office de tourisme, parce qu'avec la Citadelle on a une 40aine de personnes qui travaillent. On a un service com, on a un service de guide, on a une agence réceptive pour les groupes, et c'est vrai que ça a quand même permis d'unifier le côté office de tourisme sur Verdun et sur la communauté d'agglomération.
Alors justement, parlons d'unification. Est-ce que entre Meuse Attractivité, l'Office de tourisme, le PCC et les acteurs privés, est-ce qu'on travaille pour vous aujourd'hui suffisamment ensemble pour promouvoir l'offre touristique ? On travaille bien ensemble, mais après il y a toujours des marges de progression et je pense que c'est là-dessus qu'il faut nous concentrer et travailler de manière toujours plus étroite et dans cet esprit de complémentarité. Ouais, effectivement, on peut toujours mieux faire, mais on fait déjà beaucoup de choses ensemble et l'avenir fera je pense qu'on avancera encore plus ensemble. C'est une nécessité aussi. C'est une nécessité comme tu parlais de mutualisation, voilà. Il y a un vrai enjeu de rationalisation aussi des budgets, de priorisation, des sujets sur lesquels on doit travailler. C'est aussi le travail de l'agence, comme je le disais précédemment, de donner de la cohérence et de se rendre disponible sur des événements, des projets, des sites qui sont structurants et puis de faire attention à la question de la rationalisation. Et vous ? Allez-y. Non, je voulais compléter. Je pense qu'effectivement, il y a une bonne dynamique de partenariat, de communication entre nous, de travail ensemble. Travailler ensemble, c'est facile à dire. C'est 2 mots, ça prend 10 secondes. Oui. La réalité derrière. En tout cas, de notre point de vue, parce que autant Meuse Attractivité que l'Office de tourisme, eux, c'est dans leur ADN de devoir travailler avec tous les acteurs. Nous, notre ADN, notre travail, notre première mission, c'est d'abord de gérer 3 sites. L'Office du tourisme, ils savent ce que c'est parce qu'ils gèrent aussi un site. C'est de gérer 3 sites. C'est d'abord qu'il y a des visiteurs dans ces 3 sites et puis c'est de les accueillir. C'est 7 sur 7, 11 mois sur 12, plus les événements, etc. Donc on n'est pas une grande équipe. Donc ça mobilise toute notre énergie. Donc on est évidemment hyper ouvert et disposé à travailler avec tout le monde. Mais on peut pas passer notre temps. Je dis ça parce que je dis ça pas ça pour vous. Hein. Je dis ça pour plein d'autres sites qui imaginent, comme on est le plus gros site majeur, qui imaginent que on doit faire des choses, se voir et que ça va profiter à leur fréquentation, etc. Mais nous on n'a pas le temps. C'est pas notre voilà. Si on peut, on le fait. Bien sûr, mais la vie de 3 sites, c'est quelque chose. Là, moi, je suis en PLS avec mon téléphone éteint, parce que il se passe toujours quelque chose. Vous expliquiez tout à l'heure que le tourisme de mémoire restait quand même la locomotive principale de la Meuse pour attirer les touristes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il y ait une forme de lassitude, notamment des Meusiens, de se concentrer toujours sur le centenaire finalement? C'est-à-dire que déjà dans un premier temps, si on regarde la mission de l'agence d'attractivité qui est celle du développement, enfin en tout cas sur laquelle on se concentre aujourd'hui, celle du développement touristique, on s'adresse principalement à des gens qui ne résident pas en Meuse. On s'adresse à nos voisins immédiats dans un premier temps. Ce périmètre, d'ailleurs, qu'on voit très précisément dans les chiffres de fréquentation. D'abord, les Meurthe-et-Mosellans, les Mosellans, l'Île-de-France aussi, qui vient rapidement ensuite. Donc, pour moi, le risque, ça serait plutôt de considérer que on en a trop dit, on en a trop fait sur ce thème-là, et de ne pas continuer à l'investir, à le structurer, à le compléter. Donc voilà, pour moi c'est ça le risque. C'est une locomotive, c'est une réalité, c'est un socle, c'est une singularité qui sera non délocalisable. Donc le risque, ce serait plutôt de tourner le dos et de laisser penser que bon, on en a assez parlé. Voilà. Et puis il y a des choses qui sont faites. Le fait de moderniser
aussi. Les forts il y a eu la citadelle qui a été aussi modernisée, qui a été remise dans son ancrage premier et dans sa mission première de citadelle, c'était d'être une ville dans la ville pour les soldats. Il n'y a pas eu de combat, il n'y a pas eu de... Et les soldats étaient là pour se reposer, pour se soigner, il y a des cérémonies. Et il y a un vrai parcours qui se dessine. Comme le disait Nicolas, les sites sont complémentaires, en fait. On peut vraiment avoir un parcours du soldat qui va dans les forts, qui va au mémorial après, ou qui va à la citadelle et qui finit à l'ossuaire par le côté recueillement, voilà. Et les d'autres sites sont aussi complémentaires à ce parcours-là. Je pense à la tranchée de Châtancourt ou à la Falouse, au musée du poste de garde. Et je pense qu'il y a vraiment une unité où tout le monde peut trouver sa place et être ouvert après sur d'autres choses, d'autres perspectives qui sont aussi complémentaires à la mémoire finalement. En fait, il y avait deux choses dans votre question. C'est pour ça qu'on est embêté pour répondre. Donc, la question de l'attractivité touristique, comme l'a très bien dit Carole, ça ne s'adresse pas aux locaux, puisque par définition, le touriste est quelqu'un qui va dormir en dehors de chez lui. Mais vous posez aussi la question d'une éventuelle lassitude des Verdunois, des Meusiens envers la Grande Guerre. Il ne faut pas se cacher, ça existe. Il n'y a pas un Meusien qui n'a pas dit un jour il y en a ras-le-bol de la Grande Guerre. Évidemment. Moi, ils me le disent régulièrement. On est né là-dedans, on nous parle que de ça, on parle, etc. Ça existe. Mais en même temps, quand on creuse et qu'on discute, ils connaissent pas forcément si bien. C'est-à-dire que moi, quand je demande aux Meusiens, t'es venu au mémorial? Ah bah oui, bien sûr, des Meusiens de 50 ans. Ah oui, t'es venu quand? Oh bah quand j'étais au CE1. D'accord, donc c'est plus du tout le même. Deux, il y a une vraie fierté quand même, à être dans un territoire qui est mondialement connu. Donc c'est assez ambivalent comme sentiment par rapport à ça. Et nous, c'est une question qui nous tient extrêmement à cœur et qu'on trouve importante parce que on ne veut pas être vu, y compris parce que on travaille avec de l'argent public local. On ne veut pas être vu uniquement comme un objet qui s'adresse au tourisme, aux touristes, aux gens venus de l'extérieur. Et je disais tout à l'heure, toute la programmation culturelle qu'on fait, elle est en très très grande partie destinée aux locaux, aux gens d'ici. Et on fait des conférences le jeudi soir en semaine, notre auditorium est plein. On a fait, il y a pas plus tard que 10 jours de ça, une après-midi entière destinée aux jeunes publics, aux 6-10 ans. On a eu 450 personnes un mercredi après-midi. C'est pas des touristes, c'est à 75% des gens de Meuse, et les 25 qui restent, c'était Moselle et Meurthe-et-Moselle. Donc pour les 6-10 ans. Donc il y a aussi une appétence à mieux connaître son territoire, mieux connaître son histoire, et c'est touristiquement intéressant parce que ces gens-là sont des ambassadeurs après de nos sites. Non, c'est très vrai, parce que moi je fais un peu partie de ces Meusiens-là aussi qui en ont un peu marre de la Première Guerre. Mais je vois qu'il y a pas mal d'initiatives. Alors je sais pas si c'est vous ou si c'est l'Office de tourisme, peut-être l'Office de tourisme, mais on voit pas mal de visites guidées sur la forêt d'exception aussi, où on se détache un peu de ce côté que Grande Guerre. Et je trouvais que c'était bien aussi pour les locaux. Le mémorial en fait aussi dans la forêt, mais on peut allier ce côté, ce que je disais tout à l'heure, ce côté et mémoire et nature, et nous on ouvre nos perspectives avec le côté patrimonial aussi. On est quand même on a eu le label Pays d'art et d'histoire pour la CAGV. Donc c'est quand même aussi une reconnaissance de l'histoire. Verdun, c'est 2000 ans d'histoire, ça se cantonne pas à, entre 1914, 1918 et avec un point d'orgue en 1916.
Et effectivement, les locaux ne connaissent pas forcément cette histoire-là. Et le label Pays d'Art et d'Histoire permet aussi de leur apporter cette vision-là de leur ville qui va au-delà de juste un petit bout d'histoire. Et justement, qu'est-ce que ça va changer alors le fait d'avoir ce label concrètement ? Ça donne une visibilité déjà, parce qu'on fait partie d'autres territoires qui ont également ce label et qui sont dont la promotion se fait par ce label, et ça donne aussi un gage de comment dire, de reconnaissance de l'histoire de notre territoire. Pour conclure, moi je pense que c'est pas tellement les thématiques quelles qu'elles soient qu'il faut renouveler, c'est la façon dont on en parle en fait, c'est les discours. Et les discours, la manière dont on parle d'une thématique et d'un sujet, c'est ce qui fait son identité et ce qui fait aussi sa désirabilité. Donc c'est notre responsabilité justement individuelle et collective de retravailler en fait ces portes d'entrée. Et effectivement, la programmation du mémorial ou vos visites guidées thématiques sont un bel exemple de la manière de renouveler le discours autour du tourisme. Et finalement de faire coexister les deux offres. Oui, et de s'appuyer sur les préoccupations et les envies, que ce soit des résidents dans une approche plus culturelle et des touristes quand il s'agit de leur donner un élément déclencheur pour venir sur notre territoire. Je pense que le patrimoine, le champ de bataille en tout cas, et tout le patrimoine et toute la puissance d'attractivité de la Grande Guerre, je pense qu'elle est sous-estimée. Je pense qu'on pourrait faire mieux et plus, ouais. Et ça ferait mieux et plus pour le reste. Tout à fait. Si on se compare, on a le droit de regarder ce qui se passe dans la Somme, ce qui se passe en Normandie, ou nous on regarde ce qui se passe à Gettysburg aux États-Unis, qui est un champ de bataille comparable à celui de Verdun. On est très, faut pas exagérer, on est un peu en retard en termes de mise en récit, de structuration de l'offre, de marketing. Je crois que c'est pas dû à nous ou à nos faiblesses. C'est pas. Je crois que c'est dû au fait qu'il n'y a pas eu besoin pendant des années de faire le moindre effort. Les gens venaient à Verdun. Et donc, s'il y a une très vieille culture, très ancrée, de tourisme de cueillette, comme on dit dans le métier, c'est-à-dire que les gens viennent, donc on n'a plus qu'à se ramasser, mais maintenant ça change, il faut développer, il faut donner envie de faire venir, mais je pense que le potentiel est énorme. Un site comme Verdun et son champ de bataille, ça devrait faire 1 million de visiteurs par an. Est-ce que vous avez des pistes justement pour développer ce chantier ? On y travaille tous. C'est rénover nos offres, c'est plus communiquer, c'est travailler ensemble. Alors on est sur la forêt d'exception aussi tous. Et après il faut avoir un peu des rêves et des ambitions pour arriver à aller un peu plus loin. Moi je pense que l'entité du champ de bataille pourrait être le premier espace naturel, historique, durable d'Europe, par exemple. Je pense que c'est des choses comme ça où on pourrait plus monter en voiture, mais avec des navettes électriques, des vélos électriques, de la circulation douce, et qui soit à la fois un lieu d'histoire et de nature. Ce serait un positionnement exceptionnel. Quoi qu'il arrive, c'est une zone rouge qui est inconstructible à vie. Et quoi qu'il arrive, ça c'est une conviction très très forte, alors, il y en a qui n'aiment pas quand je dis ça, mais c'est la réalité. Dans 100 ans, si on doit faire un pari sur qu'est-ce qui restera de la Grande Guerre, c'est le champ de bataille de Verdun. Et là je dis pas c'est le mémorial, parce que le mémorial, il peut, si on n'investit pas, un musée en 10 ans ça meurt. Mais le champ de bataille il sera toujours là. Les trous d'obus seront toujours là, les forts ils seront toujours là, et c'est ça qui va rester, plus que les musées, plus que tout ça. Et
Et cette Grande Guerre, elle reste quand même... c'est pas parce qu'on s'éloigne que ça perd de l'attractivité, hein. Sinon la Grèce et l'Italie et Rome, le Colisée ne serait pas visité, hein. Et ça s'est passé il y a très longtemps. Oui. Donc ça c'est pas une c'est pas une excuse. Moi, je rejoins complètement ce que dit Nicolas dans le potentiel qu'il y a sur ce champ de bataille, d'autant plus que il y a voilà deux grands enjeux sociétaux aujourd'hui, l'enjeu climatique, l'enjeu de l'environnement et l'enjeu aussi de la paix. Sur le champ de bataille de Verdun, ces deux enjeux-là sont réunis et on a le potentiel à minima, la responsabilité également d'exploiter ces enjeux-là pour des questions de transmission, de citoyenneté, et avec aussi des possibilités de rayonnement bien au-delà de la région. Oui, c'est vrai. Voilà, tout à fait. Local. On est dans un monde qui est concurrentiel, hein. Les autres, ils se bougent, hein. Le musée de Meaux, il a... alors nous, ça nous fait rire. Il a créé une tranchée pédagogique. Ça nous fait rire parce qu'on leur dit, nous, on a des vrais, donc on n'a pas besoin de faire une fausse. Mais il ouvre un grand bâtiment dédié aux scolaires. La Normandie ne cesse pas de rénover ses musées. Montréal de Caen. Et d'avancer là-dessus. La Somme, ils sont hyper structurés entre les différents acteurs de la Grande Guerre. Ils ont, voilà, tout un marketing commun. Alors, très vers les pays lointains anglo-saxons qui ont combattu sur place, mais ça structure tout ça. Donc, ils nous attendent pas. Il faut se retrousser les manches. Je me rends compte qu'on a beaucoup parlé de forêt d'exception depuis le départ, mais qu'on n'a peut-être pas expliqué ce que c'était. Est-ce que quelqu'un veut peut-être expliquer ce qu'est la forêt d'exception ? La forêt d'exception, c'est la forêt domaniale de Verdun. Et il se trouve que la forêt domaniale de Verdun, c'est une forêt d'histoire, avant d'être naturelle. C'est-à-dire qu'elle est plantée par l'homme, dès la fin des années 20, sur les lieux de la bataille de Verdun, puisque les sols sont dévastés, sont complètement dévastés, gavés d'obus, de métal, etc. Et qu'on se rend compte que c'est très compliqué d'enlever tout ça et de les remettre en culture parce que c'est pas des terres qui valent très cher à l'époque et c'est très raviné. Donc l'État choisit d'en faire une zone rouge, inconstructible à vie, et pour entretenir ces sols et que ça ne devienne pas un taillis impraticable, de planter une forêt. Donc c'est une forêt mémorielle à l'époque. Il y a 80 000 hommes encore dans le sol, donc c'est aussi une forêt linceul. Mais c'est devenu aussi une forêt comme une autre, avec son exploitation, ses problématiques liées au réchauffement climatique, à la fréquentation touristique, etc. Et donc l'ONF est l'acteur majeur qui est le gestionnaire de la forêt, mais évidemment, comme c'est une forêt très à part, historique, il y a un label qui s'appelle Forêt d'exception, qui a le mérite de mettre tous les acteurs autour de la table. Donc on se retrouve la ville, l'agglo, l'office de tourisme, les attractivités, nous et tout un tas d'autres partenaires, les villages détruits, associatifs, etc., pour travailler autour de la préservation et du développement de cette forêt. Donc il y a 3 commissions, une commission histoire, une commission nature et une commission tourisme. J'avais lu aussi qu'il y avait le projet de Giono, je ne sais pas s'il est encore en cours. Alors on est passé malheureusement c'est l'ONF, ça, je peux en dire 2 mots, mais je suis pas le meilleur spécialiste. Le musée Giono, c'est un clin d'œil puisque Giono est méditerranéen, il est des Alpes de Haute-Provence et il a combattu à Verdun. D'accord, déjà, je ne savais pas. J'engage vos auditeurs à lire Le Grand Troupeau de Georges Giono qui se passe ici à Verdun. Qu'est-ce que c'est que le projet Giono ? C'est le réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'il y a les arbres plantés à la fin des années 20 et notamment les résineux qui meurent, soit parce que 100 ans c'est la durée de vie d'un résineux globalement, mais surtout par la crise du scolyte.
Donc ils ont dû être coupés, etc. Et donc il faut replanter, reboiser cette forêt. Et alors ça, c'est déjà un petit peu ancien, ça a quelques années. Le projet Giono, c'est d'aller déplanter des essences méditerranéennes, des Alpes d'Haute-Provence, du Var, etc., qui ne supportent plus l'augmentation de chaleur qu'il y a là-bas. Ça veut dire que c'est une très belle illustration de ce qu'est le réchauffement climatique. Aujourd'hui, dans la forêt de Verdun, on plante des essences méditerranéennes. Les pins qui, en 1928, les pins qu'on plantait étaient des pins autrichiens. Aujourd'hui, on plante des pins turcs, des pins qui viennent des régions méditerranéennes. Je vous remercie. On a parlé un petit peu de la Somme, un petit peu de la Normandie. Est-ce que vous pensez que le tourisme de guerre, finalement, se limite uniquement à Verdun ? Moi, je ne crois pas que le tourisme de guerre existe. Ça n'existe pas, le tourisme de guerre. Il y a un tourisme d'histoire. Je préfère le mot tourisme d'histoire. Tourisme de mémoire, peut-être. De mémoire. Mais qui est inséré dans une grande pratique touristique. Et effectivement, il existe en dehors de Verdun, il existe en Normandie, sur les plages du débarquement, dans la Somme, en Artois. Alors vous disiez que ces sites étaient peut-être plus avancés que Verdun dans le développement. Pourquoi alors à Verdun on se développe, enfin le mémorial n'est pas assez... C'est pas qu'ils sont plus avancés, chacun a des points où ils sont plus forts que d'autres. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'à Verdun on a pris un petit peu de retard sur la structuration touristique et la structuration d'un véritable marketing touristique, parce qu'on avait l'habitude de ce que les gens viennent sans qu'on fasse d'efforts. Tout simplement. Je crois que c'est là, ça vient. Il n'y a pas d'autre raison, à mon avis. On a parlé un petit peu des raisons qui attirent les touristes. Quelles sont aujourd'hui les offres plus alternatives qui existent pour faire venir les touristes en Meuse ? Il y a un enjeu de diversification, effectivement. Donc, on a parlé de cyclotourisme, mais il y a beaucoup d'autres choses. On a des sites, par exemple, de pratique de sport de pleine nature qui auraient vocation, en fait, à être bien plus valorisés. Et on est à un pas ou deux pas de pouvoir le faire, dans le sens où pour l'instant, il s'adresse aux locaux. Il y a quelques voitures, voilà, on voit de luxembourgeois 57, 54, qui les connaissent. C'est quelques initiés et qui sont ravis de pouvoir les utiliser, voilà, en toute confidentialité. Mais on aurait intérêt à faire ce que font d'autres départements, hein, comme les Vosges, ou des départements en montagne ou en moyenne montagne, à développer des stations de sport de pleine nature. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est prometteur. On a aussi la chance d'avoir un des plus petits vignobles de France. Le no-tourisme, c'est un tourisme qui reçoit beaucoup d'intérêt au niveau national. Donc on a tout intérêt, nous, ici, à pouvoir l'intégrer dans une route des vins un peu plus large et de reconstituer ce maillon manquant, d'autant plus qu'il a vraiment des caractéristiques très intéressantes. C'est un vignoble qui est intégré dans une biodiversité, avec des producteurs qui sont en bio ou en raisonné, parce que justement ils profitent de cet écosystème de biodiversité. Donc il y a vraiment quelque chose à faire autour de ça. La Meuse, c'est aussi un département qui est très rural, hein, et qui est agricole historiquement. Si on prend l'exemple de l'Italie, qui a développé énormément son agritourisme, qui est aujourd'hui une des vitrines, en fait, du tourisme italien.
En toute modestie, on pourrait très bien en fait imaginer des pistes de développement de cet agritourisme qui s'adresse à des urbains, qui complète très bien justement un tourisme culturel et qui vient proposer voilà des espaces plus régressifs, plus ludiques. Ça se matérialise comment? C'est des visites d'exploitation? Alors pour l'instant, oui, effectivement, il y a le label Bienvenue à la ferme qui permet en fait d'ouvrir des possibilités pour pouvoir participer à la traite, acheter du fromage, passer une nuit, voilà, par exemple à la ferme du Moulin Dormant. Si vous ne connaissez pas encore, il faut aller vérifier cette offre-là. C'est donc une chèvrerie. On peut faire une séance de calinothérapie avec ses petits, et puis ensuite voilà, passer une nuit dans une petite cabane chauffée au feu de bois avec un bain finlandais qui donne sur la nature. C'est proche, et vous pouvez faire ça en été, en hiver. C'est proche de Commercy, aller goûter aux madeleines et remonter voilà sur le Nord-Meusien pour compléter voilà par une journée sur le champ de bataille. Donc on a énormément d'atouts en Meuse. Je pense qu'on est au bon endroit et au bon moment. Et donc, on a tout intérêt effectivement à accélérer notre prise de conscience et nos investissements en travaillant par priorité. Oui. Je pense aussi au lac de Madine qui est très attractif. Bien sûr. Est-ce que ces offres aujourd'hui, elles sont encore trop dispersées, trop peu visibles? Est-ce qu'il reste un travail à faire autour de ça? C'est vrai que c'est aussi le constat de la ruralité, c'est qu'il y a une certaine dispersion ou un enclavement de sites. Mais sur ce sujet-là, en fait, c'est aussi l'intérêt de travailler prioritairement sur le cyclotourisme qui permet d'avoir un maillage et un balisage, en fait, donc des liaisons intersites de manière décarbonée. Et qui permet voilà de proposer des séjours sportifs ou en tout cas actifs d'itinérance et voilà pour aller piquer un petit peu chacune des propositions qui peuvent constituer le séjour idéal. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas une réelle carte à jouer sur le tourisme plus vert et déconnecté qui vient un petit peu à la mode? C'est ce qu'on disait, hein. C'est le deuxième axe qui vient compléter le tourisme d'histoire et le tourisme de mémoire. C'est notre carte à jouer. C'est pour ça que je dis que la Meuse est au bon endroit au bon moment. On est dans un temps où on s'adresse à des bassins urbains. On va dire 6 millions d'urbains autour de nous, des gens qui ont un balcon, un square pour aller dégourdir leurs enfants, qui partent plus souvent mais moins longtemps. Donc on a une vraie carte à jouer en termes d'offres de tourisme vert. Qu'est-ce qui manque encore alors pour que ça prenne? Est-ce qu'il manque encore des services? Il manque en fait de la structuration de nos offres. Comme je disais, on est à un ou deux pas de créer une station de sport de nature. On a par exemple 3 sites de VTT qui sont labellisés en Meuse. Il faut effectivement faire cet audit et regarder ce qu'il manque et puis en faire le marketing au-delà de nos frontières. Ce qui manque aussi, par exemple, en termes de structure, un domaine de sport de pleine nature, c'est le trail. On a Cécile organisé donc le trail des tranchées ce week-end. Les sentiers de trail, ça a l'avantage à la fois de bénéficier d'un marché qui est en pleine expansion depuis 2010. Je crois que le marché du trail prend 12% chaque année. Donc vous imaginez, en fait, on est dans une courbe qui a un cycle de vie de produits qui est en pleine croissance. Si on s'engouffre pas maintenant dans ce potentiel
touristique, comment dire, le cycle de vie va redescendre et on sera passé à côté de cette opportunité. La deuxième raison pour laquelle en fait il faut travailler sur ce sujet, c'est que le trail c'est pas très lourd en termes d'investissement, c'est même plutôt abordable contrairement à créer des voies vertes ou inventer des infrastructures de A à Z qui sont coûteuses. Ici on a des choses à jouer. C'est aussi pour ça qu'il faut structurer en priorisant et communiquer. Nous on a beaucoup de visiteurs qui nous disent, ou même des personnes qui sont venues aider pour le trail, qui ont été bénévoles, qui sont pas forcément du coin. C'est ce que j'allais vous dire. Ils nous ont dit, mais en fait, vous avez une forêt qui est magnifique, il y a des chemins de rando, il y a tellement de choses à voir. Et effectivement, je pense qu'il faut qu'on arrive ensemble, on arrivera à communiquer, à promouvoir la Meuse, parce que il y a Verdun, mais Verdun fait partie de la Meuse, et nous, les collègues à l'office de tourisme renseignent pas uniquement sur Verdun, parce que les visiteurs veulent aussi savoir, Madine, qu'est-ce qu'on peut faire, donc ils renvoient aussi vers toute la Meuse, vers toute la Meuse, et c'est comme ça aussi qu'on arrivera à faire rester les visiteurs et à leur montrer la richesse de tout notre territoire. On parlait des manques tout à l'heure. Est-ce qu'il existe des initiatives privées qui tentent de les combler à l'heure actuelle ? Une des initiatives privées qui illustre bien en fait le potentiel de la Meuse, c'est le nombre d'Airbnb en fait qui se crée. D'ailleurs, l'année dernière, Airbnb lui-même, donc le géant américain, a communiqué en fait sur la révélation de la Meuse, qui se classait donc au 4e rang des plus fortes progressions en termes d'offres Airbnb, donc à l'été 2024. Qu'est-ce que ça dit en fait du tourisme en Meuse ? Ça dit que si les investisseurs institutionnels n'ont pas toujours les moyens, ou en tout cas n'ont pas toujours confiance en le potentiel de la Meuse, en tout cas les privés, lui, il voit très bien les touristes défiler, les plaques d'immatriculation, et ils ont très bien compris que il y avait un vrai intérêt à louer le gîte de la grand-mère, ou en donnant un petit coup de neuf. Donc voilà, ça je trouve que c'est très intéressant. Après, on peut aussi ajouter que suite au centenaire, il y a eu quand même des initiatives intéressantes. La revitalisation du mess des officiers, donc en hôtel 4 étoiles spa, la création de la cantine des poilus. Donc on sent qu'il y a une dynamique qui se passe du côté des privés. Et est-ce que vous avez vu un impact depuis la création de la gare Meuse-TGV ? Est-ce que ça permet de drainer encore plus de public, ou des publics peut-être différents ? Vous qui êtes situé à côté ? Ça, on ne sait pas qui est touriste ou qui ne l'est pas. On voit énormément de plaques étrangères, ça c'est évident. Mais je crois que à ce jour, la gare, elle est extrêmement utile aux Meusiens pour pouvoir justement se connecter au reste du monde. On peut aller dans le monde entier, puisqu'il suffit de on est Charles de Gaulle direct, donc on peut aller partout dans le monde à partir de Meuse TGV, ce qui est quand même un atout fantastique. En revanche, pour ceux qui arrivent
à Gare TGV. Je pense par exemple à des Parisiens qui n'ont pas toujours le permis. Hein. C'est quand même une réalité. Pour le coup, il y a quand même un point de rupture à ce niveau-là, et c'est un point sur lequel il faut absolument qu'on travaille. Il faut regarder ce point-là avec lucidité. Mais je sais que le département a donc un plan de développement de la gare et qu'il considère ce sujet-là avec beaucoup de rigueur. D'accord, merci. Dernière question que je souhaiterais vous poser à tous les trois pour conclure. Dans 5 ans, qu'aimeriez-vous qu'on dise de la Meuse ? Spontanément. Allons se ressourcer en Meuse. Ah oui, moi qui suis meusienne, j'aimerais que l'image de la Meuse soit décomplexée, incarne une ruralité qui soit inspirante, un endroit où effectivement on a envie d'aller, qu'on passe d'un département qui est, je pense, sous-coté, largement sous-coté dans le Grand Est, à un département qui assume ses singularités, à la fois le tourisme d'histoire et à la fois ce tourisme de pleine nature et de ressourcement. Pareil. Je vous remercie à tous les trois d'avoir répondu à mes questions et à bientôt pour un nouvel épisode de Meuzecast.